Bonjour à tous, donc merci infiniment pour l'invitation à venir vous parler donc des cardiopathies congénitales isolées. J'aurais pu parler des syndromiques aussi, mais c'est vrai que les isolées sont intéressantes. Alors pourquoi? Parce que vous le savez tous, c'est une prévalence qui augmente au niveau mondial, hein, ces cardiopathies congénitales isolées. Et puis, il y a donc ces formes syndromiques dont on a parlé, qui représentent 30% seulement des cardiopathies congénitales, et dont le pronostic est grévé par les atteintes extracardiaques, dont les autres malformations, la déficience intellectuelle. Et puis, pour ce qui est des cardiopathies congénitales isolées, c'est 70% des cas, eh bien, on va essayer d'améliorer ou de connaître un peu mieux le pronostic. Donc, c'est intéressant notamment parce que plus de 50% des patients auront des troubles du neurodéveloppement, souvent dans les MCC critiques. Il y a pas mal de littérature en ce moment là-dessus. Et on recherche une étiologie et on veut savoir quelle est la part finalement génétique de ces troubles du neurodéveloppement dans les cardiopathies congénitales. Et puis enfin, il y a une demande croissante de conseils génétiques de ces couples, notamment de ces patients qui ont été guéris dans l'enfance à plus de 90% et qui arrivent maintenant à l'âge adulte et qui veulent connaître le risque de récurrence des cardiopathies dans leur descendance, de leur cardiopathie dans la descendance. Donc, comme on l'a dit, effectivement, la récurrence est très faible au niveau familial quand on a un seul cas dans la famille, de 1 à 4% d'après les différentes publications. Et puis, avec un taux de forme familiale de 4 à 10%, vous voyez, donc relativement faible. Mais on observe dans cette publication danoise en population, sur 1,7 million de Danois là, entre 77 et 2005, que vous voyez, en fonction des cardiopathies congénitales, on a effectivement des risques relatifs beaucoup plus importants, vous voyez, sur les hétérotaxies, 79, quand on a déjà un autre cas dans la famille, d'accord? Donc on est sur des formes familiales, les CAV, je vois pas bien, 24 multiplié par 24. Donc, vous voyez des risques très augmentés qui nous font penser qu'on a quand même des formes génétiques du fait de ces formes familiales. Donc, c'est effectivement complexe. Donc, ici, pour vous résumer, les étiologies aujourd'hui connues dans ces cardiopathies congénitales, on va dire 10% d'aneuploïdie, donc des trisomies, dont on a parlé, bien sûr. C'est surtout donc des formes syndromiques qu'on voit volontiers en anténatal, mais aussi en postnatal, mais en tout cas syndromique. 10% à peu près de CNV, donc les variants du nombre de copies, délétion, duplication, qu'on connaît depuis maintenant une quinzaine d'années, même un peu plus, même plus, avec la fiche, parce qu'il y a aussi des formes syndromiques, donc on reconnaît certains patients. 10% d'étiologie environnementale, on en parlera très peu, et 10 à 11%, vous voyez, de variants du nombre de nucléotides, donc des mutations qu'on appelle maintenant des variants. Et vous voyez, c'est des publications d'il y a 10 ans qui ont montré ces variants de novo enrichis de l'ordre de chez 8% des patients environ, dans des gènes notamment, on en parlait, de modificateurs d'histone, avec sans doute une part d'épigénétique, et puis des variants transmis rares, de quelques pourcents, avec des formes dominantes et des formes récessives. Depuis 2020, il y a eu ces recommandations européennes de l'ESC qui parlent donc de la gestion, du diagnostic génétique des cardiopathies congénitales. Donc là, vous voyez, on est sur la cardiopathie. Est-ce qu'elle est syndromique? Non. Et là, vous voyez, est-ce qu'elle est familiale? Donc, il faut bien dépister les apparentés du premier degré, d'un point de vue cardiologique, notamment écho-ECG. Donc, on fait bien ces variants. Voilà. Et vous voyez, on cherche, si on a un gène qu'on suspecte, on fait un panel de gènes. Si on ne suspecte pas, on fait une analyse chromosomique sur puce ADN. Si c'est négatif, on fait un exome. Et si c'est négatif, un génome. Je vais vous en parler. On s'est basé là-dessus. Et puis, vous voyez, si c'est des cas sporadiques, c'est-à-dire non syndromiques, non familiaux, dans ce cas-là, vous voyez, dans ces recommandations, on dit plutôt pas de test génétique, sauf si la parenté ou le cas index a envie de savoir quelle est l'étiologie de sa cardiopathie. Donc, ouais, c'est un peu tous les patients. Ou alors, si c'est une cardiopathie particulière, notamment des cardiopathies qui sont plus sujettes à des formes monogéniques, comme la tétralogie de Fallot, les sténoses supravalvulaires, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait en France ? Donc, on fait d'abord du diagnostic prénatal, donc dans ces cardiopathies apparemment isolées. Donc, depuis plus de 10 ans, on a ce groupe qui a établi la recommandation avec le réseau Acropus, et on fait donc toujours systématiquement une amyosynthèse, et on propose bien sûr, et on fait une analyse chromosomique sur puce ADN. On cherche bien ces délétions, duplications dont je vous parlais, et vous voyez qu'on en trouve dans à peu près 8% des formes apparemment isolées de cardiopathie congénitale, puisque évidemment on est limité par
l'échographie qui nous ne montre pas tout et qui ne montre notamment pas les déficiences intellectuelles. Donc 8%, vous voyez, d'après des méta-analyses assez importantes en 2015. Et puis depuis plus récemment, depuis 2022, on parle d'exome en anténatal. Et là, vous voyez que, d'après une enquête du groupe Fœtal auquel j'appartiens avec Tania Tiebitac, on se rend compte que 50% des centres en France font de l'exome devant les cardiopathies congénitales complexes isolées en anténatal, donc sur liquide amniotique. Et vous voyez, avec un rendement de l'ordre de 11%, qui est un rendement quand même pas négligeable, avec, vous voyez, des grosses méta-analyses qui ont pu montrer ça. Bien sûr, on peut trouver des gènes de forme syndromique, donc Kabuki, Charge, Noonan, on en a parlé, mais aussi des gènes de forme non syndromique qui, du coup, nous donnent quelque part, qui rassurent, qui nous permettent parfois de rassurer les parents, puisque finalement, le pronostic sera à la cardiopathie et ne sera pas, finalement, ça sera une forme non syndromique. Donc, vous avez ici une liste qui est effectivement de 2020, qui avait été éditée par Wendy Chung, mais qui aujourd'hui n'est pas complètement à jour, puisqu'on a des nouveaux gènes. Vous voyez tous les facteurs de transcription, les CREL dont on en parlait, les GATA4, GATA6, les TBX, 1, 5, 10, et puis également d'autres facteurs, des chaînes de myosine, etc. Et vous avez des nouveaux gènes, par exemple LFT4, qui est vraiment un gène prédominant avec NOTCH1 de la tétralogie de Fallot monogénique, le gène de l'élastine, le gène JAG1, bien sûr, qui parfois donne l'alagile, mais donne aussi des sténoses pulmonaires distales isolées. D'un point de vue postnatal, qu'est-ce qu'on fait en France ? Eh bien, on a deux laboratoires, donc moi-même à Bordeaux et à Amiens, Guillaume Gédrazac, qui font le diagnostic postnatal des cardiopathies congénitales, donc isolées et volontiers familiales. Donc, on reçoit surtout des formes familiales. Et vous voyez, avec un rendement de 10-15% de nos panels qui ont évolué. Aujourd'hui, on est à 320 gènes. Donc, effectivement, dans les premières études d'exome dans les années 2015, on était autour de 400 gènes candidats, qui s'est quand même réduit. Dans ces 320 gènes, bien sûr, il y a beaucoup de formes syndromiques, mais attention aux formes pauci-syndromiques, c'est-à-dire, finalement, c'est un continuum entre la forme syndromique et non syndromique, et non pas, donc, des signes parfois discrets qu'il faut aller chercher, non pas une dichotomie. Vous voyez des gènes donc, qui sont très prévalents, comme MYH6, NOTCH1, ou encore NKX2.5, ou JAG1, bien sûr. JAG1, c'est important parfois de l'identifier puisqu'on va aller vérifier aussi les fonctions hépatiques et le bilan lipidique de ces enfants pour essayer d'avoir une surveillance plus optimale. Et puis des nouveaux phénotypes, par exemple AI2, qui est un gène qui était plutôt connu pour les formes de CIA, CIV, et puis également d'anévrisme de l'aorte thoracique. Et on a pu, par exemple, vous voyez, sur une petite famille avec deux frères et une fille, tous trois atteints de tétralogie de Fallot, identifier un faux sens. Donc c'était un gène qui était dans notre panel, un faux sens qui était dans le domaine hélix ou loop hélix de la protéine, qui est un facteur de transcription qui répresse TBX2, notamment le promoteur de TBX2. Et vous voyez, avec un test luciférase, on montre ici en rouge que notre mutation, finalement, elle a un gain de fonction, elle diminue, elle augmente la répression, parce qu'elle augmente la répression de la transcription par gain de fonction. Donc, on a parfois des nouveaux phénotypes, donc ça peut être intéressant. Et puis, on en vient au génome. Donc, effectivement, le génome, j'ai pu essayer de soutenir l'ouverture de cette préindication en 2020, donc avec le plan France Médecine Génomique 2025, avec les arguments suivants qui étaient la grande hétérogénéité des cardiopathies congénitales, donc qu'elles soient syndromiques d'ailleurs ou non syndromiques, qui en font une maladie complexe, on en a bien parlé. Le rendement de nos panels, malgré un grand nombre de gènes qui étaient de l'ordre de 10-15%. Et puis le fait que cette approche de génome est effectivement très riche, puisqu'on voit à la fois les variants nucléotidiques, les variants du nombre de copies, et puis également les variants de structure, et puis tous les gènes, même ceux qui ne sont pas candidats encore. On a deux indications. Donc on a une RCP tous les 2 mois avec cardiopédiatre et généticien via Rofim, vous êtes les bienvenus. Et donc, vous voyez, ici, les 2 indications, c'est la M3C syndromique, alors plus volontiers pauci-syndromique. Pourquoi ? Parce que la M3C, avec déficience intellectuelle et malformation, très souvent, elle va dans la pré-indication syndrome malformatif. Mais là, vous voyez, c'est des enfants qui parfois ont une petite dysmorphie, un retard psychomoteur, parfois des choses un peu curieuses, et puis une cardiopathie complexe. Donc ceux-là, on va les explorer de manière ciblée plus ou moins, et puis si c'est négatif, on va aller au génome. Et puis l'autre indication, c'est les formes familiales,
donc non syndromique, avec au moins 2 cas atteints au premier degré. Et donc, quels sont nos résultats? Nous sommes donc 4 interprétateurs de génome en France, donc 3 bordelais. Et voyez les résultats sur les 2 plateformes. Donc, il y a 150 génomes en tout ont été séquencés, et puis beaucoup plus sur le sud que sur le nord, sans doute par habitude, des prescripteurs. Et puis, vous voyez, on a 17% de variants pathogènes dans ces formes qui nous ont été adressées. Vous voyez un certain nombre de variants de signification indéterminée, c'est-à-dire autour de 8%, qui est quand même important. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut encore progresser dans la connaissance. C'est des variants aujourd'hui qu'on ne peut pas rendre en diagnostic parce qu'on n'a pas de connaissances suffisantes sur ces gènes-là, mais la connaissance progresse assez vite. Donc, de même que le recrutement qui augmente, parce que là, on est sur 150 en 3 ans, mais c'est vrai que ça augmente d'autant plus ces derniers temps. Donc, voici les gènes. Vous voyez qu'on retrouve les mêmes gènes que dans nos panels, ce qui n'est pas étonnant, mais on a des nouveaux gènes et puis on a des mutations, des variants dans les gènes qui sont des variants non codants et qu'on ne voit pas avec l'exome. Donc, vous savez, l'exome, c'est 1% du génome, d'accord? C'est toutes les parties codantes. Et le génome, c'est les 3 milliards de bases, c'est-à-dire les parties non codantes. Et c'est pour ça qu'on peut être amené à trouver des nouveaux variants. Donc, je vous ai cité quelques exemples, notamment, vous voyez, une famille qu'on a pu passer en génome en quatuor. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se sert des individus atteints et non atteints pour faire des filtres. Et vous voyez, on avait passé effectivement 2 individus atteints avec coarctation de l'aorte, tétralogie de Fallot, ici, et un enfant qui avait un syndrome de Shawn et la grand-mère, une CIA. Et donc, on a pu faire ce génome en quatuor. On a trouvé un variant dans le gène MYH6, qui est un gène de la myosine, qui normalement donne des formes autosomiques récessives, justement, de syndrome de Shawn, et qui donne diverses formes de cardiopathie congénitale. Mais vous voyez, ici, on voit très bien l'expressivité très variable, et c'est le fait d'avoir fait ce quatuor qui nous permet d'affirmer que c'est bien ce gène, et surtout qu'il n'y a rien d'autre, ce gène qui est en partie responsable du phénotype cardiaque. Et puis, vous voyez un autre gène, un nouveau gène qu'on a pu identifier grâce au génome, le RBFOX2, qui est un gène qui lie RNA binding protein, qui joue un rôle dans l'épissage de manière intéressante. On avait des familles avec des phénotypes cardiaques assez variés également. Mais vous voyez, on a fait une cohorte internationale et on a retrouvé quand même 19 patients issus de 12 familles. Et de manière intéressante, tout ce que vous voyez en haut en noir, c'est des variants qui sont présents chez les contrôles dans la population générale, grâce à nos bases de données Génome AD notamment. Et donc, on se demande pourquoi tous ces variants tronquants se trouvent dans ce gène-là. Et en fait, il se trouve que le transcrit cardiaque est celui du bas. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais tous les variants se trouvent dans des exons qui ne sont pas exprimés dans le transcrit cardiaque. Donc, finalement, ils n'expriment pas d'atteinte cardiaque parce qu'ils sont de même pour les délétions. Ici, vous avez des petites délétions qui ne sont pas dans le transcrit cardiaque. Et donc, ça ne donne pas de cardiopathie. C'est sans doute pour ça qu'on n'avait pas trouvé jusque-là ce type de gène. Donc, ça reste intéressant de pouvoir identifier cela. Un autre exemple que je voulais vous montrer très rapide, mais c'est une famille de sténose aortique supravalvulaire et sténose pulmonaire. Vous voyez, le père et ses 2 enfants. Donc, on pense assez volontiers à l'élastine. On avait bien cherché sur nos panels, exomes, on n'avait rien trouvé. Et pour cause, parce que effectivement, il s'agit d'un variant non codant. Donc là, vous voyez ça, c'est des expressions du génome. Le père et ses 2 enfants, ce qu'on appelle des split reads de part et d'autre. Donc, on voit que ces lectures sont coupées. Je ne vais pas vous embrouiller trop. Et donc, pour vous dire qu'ici, vous voyez, c'est l'inversion. C'est une inversion qui englobe tout le gène de l'élastine qui est ici. Elle est à 20 kb en amont. Et notre prédiction in silico nous font penser qu'il y aurait une perturbation d'un enhancer, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'exprimer le gène. Mais on va le vérifier, notamment en étudiant l'ARN sur des fibroblastes, si possible, auprès du patient. Donc, vous voyez, là, on a trouvé sans doute la cause de cette atteinte cardiaque. Un dernier exemple, une cardiopathie complexe fétale. Donc, c'est vrai qu'au niveau fœtal, on ne voit pas tout. Là, c'était un tronc artériel commun, une hypoplasie des axes artériels notamment. Il y avait une cardiopathie plutôt complexe et une suspicion d'anomalie vertébrale chez un couple consanguin. Par ailleurs, il y avait une maladie de Wilson, mais bon, peu importe. Vous voyez, là aussi en génome, on a pu identifier un variant dans un gène assez nouveau qui est nu. Les 2 parents sont hétérozygotes. Vous voyez ici les 2 couleurs, et l'enfant et le fœtus est homozygote. Et donc, on avait trouvé effectivement une seule publication avec symphalangisme et anomalie des extrémités qui n'avait pas de notre fœtus. Ici, c'est la mutation de notre fœtus. On est allé
jusqu'à voir qu'est-ce qui se passait, puisque c'était une potentielle mutation d'épissage, c'est-à-dire d'anomalie au niveau de l'épistage des exons. On n'avait pas de matériel pour le fœtus, mais vous voyez le père qui était hétérozygote par RNA sec. Donc, on fait du séquençage haut débit de l'ARN dans notre laboratoire en diagnostic. Et vous voyez qu'ici, toutes ces petites monticules montrent qu'il y a un épissage anormal d'une partie du gène chez le père. Donc, très vraisemblablement, c'est ceci qui est responsable de la pathologie. Et ce couple, donc le variant a été reclassé en classe 4, probablement pathogène, et ce couple est en demande de DPI, diagnostic préimplantatoire, pour une prochaine grossesse, qui ne sera pas forcément acceptée, mais en tout cas soumis à notre CPDPN pour voir si on peut réaliser ce DPI. Et donc, juste pour terminer, sur les perspectives épigénétiques, effectivement, avec cette étude que nous avons lancée sur la recherche, donc l'étude multi-omique, donc vous avez eu l'exome, le génome, mais aussi en post-génome, l'ARN et notamment la méthylation. Et donc, cette étude sur liquide amniotique de fœtus chez qui on va déjà prélever, d'accord, pour explorer par exome leur cardiopathie congénitale. On va aller rechercher, étudier de RNA sec, méthyle sec, et puis également rechercher les facteurs environnementaux, essayer de faire une corrélation entre ces données-là, qui ne va pas être simple, mais pour essayer d'expliquer un peu mieux les choses. Donc voilà, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu de l'avantage du génome donc dans ces indications. On voit tout type de variants, donc CNV, SNV, SV. On voit aussi les variants non codants. On recherche des deuxième hits, troisième hits, on en a parlé, des mosaïcismes, des mécanismes beaucoup plus complexes, de l'oligogénisme, c'est-à-dire plusieurs gènes impliqués mais peu, ou du polygénisme. On a bien sûr tous ces scores très compliqués, le burden test, c'est-à-dire c'est l'enrichissement en variants rares chez nos patients par rapport à une cohorte de témoins dont nous disposons bien sûr grâce aux données de la population générale. Et puis, je vous ai mis, on reclasse assez volontiers, on est content, grâce à des outils de validation fonctionnelle. Je n'ai pas parlé des modèles animaux, mais on en parlera par la suite. Les GUS, donc c'est les gènes de signification indéterminée, et les VUS, c'est les variants de signification indéterminée. Et donc, de manière assez efficace, parfois, on arrive à les reclasser. Et puis, les multiomiques pour la part de l'épigénétique. Je vous remercie.